Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Partir de l'humain avec des jeunes en situation d'échec pour les guider vers l'excellence via un apprentissage inspiré du compagnonnage, stimulant la curiosité, la découverte, l'envie de vivre ensemble et de partager, représente les valeurs du cloître. Au cœur du territoire nord de Marseille, le cloître établit un lien entre la jeunesse des quartiers défavorisés et l'avenir. Ce lieu historique a pour mission de fournir aux jeunes les outils nécessaires pour façonner leur destin au sein des entreprises. En tant que pépinière d'entreprise, le cloître s'engage résolument à former la jeunesse locale, créant une dynamique économique au service d'un projet social. Chaque entreprise collabore avec la Fondation des apprentis d'Auteuil pour tisser ces liens d'emploi en circuit ultra court. Ce lieu se distingue par une communauté d'entrepreneurs engagés, démontrant que les entreprises ont un rôle crucial dans l'insertion professionnelle des plus défavorisés. Le restaurant éco-responsable Les Jardins du Cloître propose une restauration alignée sur ses valeurs, répondant à l'urgence écologique sous la supervision d'un chef 2 fois étoilé, Michel Portos. En tant qu'entreprise à mission, elle s'engage dans l'apprentissage des métiers de la restauration pour 30 jeunes, cherchant à développer une relation humaine et à instaurer la confiance. Sous la direction passionnée d'Arnaud Castagnède, il nous transmet l'essence de ce lieu, son approche entrepreneuriale et annonce les futurs projets à venir. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir au Cloître à Marseille, dans ce lieu qui est plutôt riche d'histoire. Merci et bienvenue. C'est quoi l'histoire de ce lieu ? Alors ce lieu était un cloître, puisqu'on en a gardé le nom et l'intitulé. C'est un cloître qui avait été créé par la congrégation des Sœurs de la Visitation, qui a été construit en 1934. Donc c'est relativement récent par rapport à d'autres patrimoines. 1934, donc construction du cloître, résidence de la congrégation jusqu'en 1989, période à laquelle le lieu, suite à la disparition des dernières sœurs, le lieu était mis à la vente, et c'est la Fondation des apprentis d'Auteuil qui s'était portée acquéreur, donc, et qui l'a acheté en 1989 pour y installer ses activités d'hébergement d'urgence, d'éducation de la jeunesse, de formation, etc. En 2017, ce lieu devait être voué à la vente, puisque Apprentis d'Auteuil se séparait de ce foncier, d'une part parce que le bâtiment, qui fait quand même 6000 m², était plus du tout aux normes, que les infrastructures aient été construites par ailleurs, notamment pour l'hébergement des jeunes, qui doit répondre à certaines normes très draconiennes. Et donc, Apprentis d'Auteuil envisageait de le vendre, et puisqu'il y a autour de ce bâtiment de 6000 m², 6 hectares et demi de foncier naturel. En plein milieu de Marseille. En plein milieu de Marseille, en plein milieu du 13e arrondissement, donc endroit auquel on ne s'attend pas forcément. On entend toujours parler des quartiers nord dans des verbes et des tons un peu différents que celui... plutôt négatif que positif. Voilà, plutôt que celui d'un décor très champêtre et au calme absolu, avec une vue assez incroyable, puisque en son temps, et là on revient au XVIIe siècle, la colline de Saint-Bruno, sur laquelle se trouve le cloître, était utilisé par le Chevalier Rose, donc personnage célèbre pendant l'épisode de peste de Marseille en 1720, qui avait établi sa base arrière sur ce promontoire marseillais, justement parce qu'il était très ventilé, et que on pouvait espérer que ça chasse les miasmes, et donc on pouvait espérer aussi ces réfugiés, après des journées de travail, aller sortir les cadavres de pestiférés dans Marseille. D'ailleurs, il en est mort lui-même, le Chevalier Rose. C'est la raison pour laquelle une des salles de conférence du cloître porte son nom.
Chevalier Rose. Chevalier Rose, R-O-Z-E. C'était, d'accord. c'était son nom de famille. D'accord, rien à voir avec la couleur. Non, rien à voir avec la couleur. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'histoire, les faits d'armes du cloître, qui a aussi accueilli en 1900, dans les années 30, 40, je ne sais plus les réfugiés de la guerre d'Espagne. Hein, donc, puisque, bon, on connaît l'épisode de Guernica, etc., qui a généré donc, une émigration espagnole forte. Donc, les sinistrés, une partie des sinistrés avait été hébergée par les Sœurs au Cloître. Et puis plus tard, en 1944, lorsque Marseille a été bombardée par les Alliés, ce sont les Marseillais qui se sont retrouvés aussi hébergés au sein du cloître, enfin quelques Marseillais qui se sont retrouvés hébergés au sein du cloître, puisque c'était des sœurs cloîtrées, et donc on n'y rentrait pas comme ça. Bien sûr. Voilà. Sauf en cas d'extrême nécessité, ce qui était le cas sur ces deux périodes. Voilà, donc le cloître, on s'est dit que c'est quand même un lieu qui a marqué Marseille, qui a marqué l'histoire de Marseille, donc on a fait le choix de conserver ce nom pour le lieu que l'on crée en 2017, en 2018 plutôt, puisqu'en 2017, donc l'apprenti d'Auteuil le mettait en vente. Cette vente avait fait l'objet d'une offre par un promoteur immobilier, et nous, avec une poignée d'entrepreneurs très convaincus, nous avions rencontré Apprentis d'Auteuil pour leur proposer, plutôt que de vendre ce lieu et de spéculer foncièrement sur ce lieu, d'investir pour le reconvertir dans un lieu qui allait accueillir des entreprises, qui allait accueillir aussi des jeunes, donc qui restait dans la lignée et dans la dynamique de ce que propose Apprentis d'Auteuil par ailleurs, et leur proposer donc de conserver ce lieu pour le reconvertir en un centre d'affaires un peu particulier, puisque c'est un centre d'affaires qui allait accueillir des entreprises, à la condition que chacune d'entre elles s'engage à former des jeunes du territoire, et plutôt issus des quartiers prioritaires de la ville, dans son métier. Voilà, ça c'était le choix, et c'est la particularité du cloître, c'était l'aspect un peu innovant, c'était ne pas en faire un pôle d'insertion, un pôle de formation, un pôle de je ne sais quoi, c'était vraiment en faire un lieu qui allait être porté par une dynamique économique, mais mise au profit d'un projet social auquel tous les locataires allaient contribuer. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Et ensuite de créer sur ce lieu une proximité justement avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil et les dispositifs d'Apprentis d'Auteuil, et de faire en sorte que des circuits ultra courts de l'emploi se créent au sein du cloître. Puisque aujourd'hui, entre une entreprise qui va ouvrir un poste en alternance, que ce soit un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisme ou un contrat à durée déterminée d'insertion, elle n'a qu'un palier à traverser pour aller rencontrer les dispositifs d'Apprentis d'Auteuil et leur demander si, dans leur cohorte de jeunes accompagnés, certains pourraient correspondre au profil du poste qui est proposé. Nous avons à ce jour une quinzaine d'entreprises qui ont fait tous le choix donc, de s'engager dans ce projet et ont signé à côté de leur bail commercial une convention qui les engage donc à vraiment jouer le jeu et qui est vraiment liée au bail commercial. C'est-à-dire que si l'entreprise souhaite ne plus jouer le jeu, à ce moment-là, son bail devient caduc. Donc ça a été vraiment l'engagement. C'est pas juste une charte, c'est pas juste je fais ou je dis que je vais faire, c'est tu fais ou tu pars. Voilà. Et si tu restes, c'est que tu as fait. Donc c'est vraiment créer une communauté d'entrepreneurs engagés pour prouver que les entreprises, quelles qu'elles soient, pouvaient contribuer à cet effort d'insertion et de formation professionnelle des plus démunis, sans forcément être une entreprise d'insertion, une association d'insertion, ou une association qui bénéficie d'un agrément ou de subventions publiques. Voilà. Et ensuite, fort de cette expérience et de la preuve apportée, c'était aller négocier et aller porter la bonne parole auprès d'autres entrepreneurs pour leur expliquer que voilà, moi je suis comme toi, je suis un entrepreneur comme toi, mais je me suis assigné une mission, en plus, qui est celle de former des jeunes à hauteur de mon envergure, de former des jeunes dans mon métier, avec les dispositifs qui existent aujourd'hui et qu'on exploite très peu en France. C'est un petit peu le problème. On a tellement de strates des dispositifs en France qu'on n'en connaît pas la moitié, et le peu que l'on connaît,
on s'en fait toute une montagne en se disant que de toute façon c'est trop compliqué. Pas du tout. Donc voilà, c'était être la preuve par neuf vis-à-vis de nos pairs, d'autres entrepreneurs, que ce modèle d'intégration de jeunes dans son entreprise pour les former en s'appuyant sur des dispositifs existants était une méthode qui pouvait fonctionner et venir contribuer à porter une pierre à l'édifice de tout le champ de l'insertion par l'activité économique qui est porté par ailleurs et qui fait un travail tout à fait extraordinaire et légitime. C'est pas dire l'entreprise va remplacer toutes les structures d'insertion. Mais si elle peut apporter un plus, à ce moment-là, prouvons que ça peut marcher. Donc plus ou moins, c'est mettre en place un système de coopération entre les associations, les identités sur l'insertion, sur les jeunes, etc., le monde de l'entreprise, un territoire et des personnes qui sont défavorisées et leur permettre justement d'avoir des opportunités comme tout le monde, de trouver du sens et de mettre du sens dans leur vie et d'avancer. Voilà, c'est vraiment avoir une opportunité supplémentaire par rapport au champ de l'insertion par l'activité économique pour ces personnes, et surtout avoir une opportunité qui ne les stigmatise pas. C'est-à-dire là, ils se retrouvent salariés, hein, ils ont un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, et ils vont être salariés. Donc le contrat de travail, c'est quand même la cheville ouvrière d'une insertion, en tout cas sur l'aspect moral des personnes, pour déjà un pied dans une insertion réussie. Ils ont des revenus, ils deviennent consommateurs, ils peuvent prétendre à des logements, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un sacré pas pour chacun d'entre eux. Ensuite, c'est effectivement, c'est pas faire comme font les autres, c'est faire différemment, mais en plus. C'est pas prouver qu'on est meilleur qu'eux, non, au contraire, qu'on apporte une corde supplémentaire à l'arc de l'insertion par l'activité économique. Et moi, je pars du principe que si toutes les entreprises de France et de Navarre jouaient le jeu et s'engageaient chacune à leur hauteur à prendre, dans le choix des contrats d'apprentissage, prendre un jeune d'un quartier défavorisé, peut-être pas au détriment de nôtre, hein, déjà qui prennent un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, c'est bien, mais qui ne s'empêchent jamais de prendre aussi un jeune des quartiers défavorisés parce que ils ont leur chance comme les autres. Et croyez-moi, nous, de l'expérience que l'on a maintenant et du recul que l'on a sur les 4 années d'existence du cloître et sur les 200 jeunes qui passent par les différentes entreprises sous un statut ou sous un autre, on sait que ça fonctionne. Alors justement, quels sont les impacts sur les jeunes ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec 200 jeunes qui sont passés par les différentes entreprises du cloître, aujourd'hui, ils ont des métiers, ils ont une vie, ils avancent comme tout le monde et ils sont épanouis ? Alors, on n'a pas de retour sur tous les jeunes qui sont passés. Il y a un gros problème de traçabilité une fois qu'ils partent. Mais on sait que dans les premiers mois, on va se dire, on a une visibilité de 0 à 3 mois. Mm-hmm. On sait que sur ces 3 premiers mois, sont des jeunes qui sortent diplômés à hauteur de 90%, puisqu'ils s'engagent sur une formation professionnelle qualifiante. Donc, quand on dit diplômé, c'est quoi ? CAP, c'est l'équivalent. BTS Alors, dans la restauration, c'est plutôt sur l'équivalent d'un CAP. C'est un titre professionnel, c'est un titre de niveau 5 qui est reconnu par le ministère du Travail. Sur les formations numériques, ça peut être de niveau bac, bac plus 2, BTS, voire même aller jusqu'à davantage, bac bachelor. Mais généralement, voilà, ça se situe dans cette fourchette-là de CAP à BTS, enfin équivalence CAP à équivalence BTS. Donc on sait qu'à peu près 80 à 90% obtiennent leur titre professionnel ou sont qualifiés à l'issue de leur période. Et on sait que sur ces 80%-là, 60% intègrent l'entreprise ou un statut souvent d'auto-entrepreneur en ce qui concerne surtout le secteur du numérique. Ce sont des gens qui prennent le statut d'auto-entrepreneur. On sait que le secteur du numérique, c'est plus de 500 000 emplois d'ici à 2030 ou 2035, je crois, qui doivent être créés sur le marché du travail en France. Si on prend l'agroécologie, la permaculture, puisqu'on a une ferme urbaine ici, d'ici 2050, d'après The Shift Project, c'est 550 000 emplois qui devront être créés dans l'agroécologie sur des domaines de proximité. Donc c'est la raison pour laquelle nous aussi, dans l'achat du domaine dont on parlera tout à l'heure, on va s'employer à former des jeunes
à de nouvelles techniques agricoles écologiques. On ne va pas s'appuyer sur les formations existantes, on va inventer les nouvelles formations qui vont justement être adaptées à ce qu'on attend de l'agriculture dans les 10 ou 20 ans à venir, pas de ce qu'on a produit jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas de quoi en être très satisfait. Voilà, donc c'est vraiment tout réinventer. Voilà, et toujours en utilisant, en s'adressant à ces jeunes, auxquels on ne va pas forcément penser, qui sont souvent stigmatisés, et à qui, nous, on va proposer. On n'oblige rien, on propose, mais on a toujours beaucoup de réponses favorables dans les offres d'emploi que l'on fait et sur les opportunités qui leur sont proposées. Alors j'ai une question, Arnaud. Vous avez toujours été un entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire ? Non, pas du tout. Moi, j'ai une formation à la base, une formation d'ingénieur, une formation de géomètre, donc absolument pas dans le travail social, mais en fait, ou dans l'entrepreneuriat social, mais en fait, j'y suis venu par hasard, au fil des rencontres et d'opportunités. D'abord en Amérique du Sud, puisque je travaillais en Guyane française, je travaillais notamment au Brésil, au Suriname, mais beaucoup en Guyane française, où après 4 ans de mission topo en forêt amazonienne, je me suis pris de passion pour le fleuve et les populations amérindiennes et la forêt amazonienne. Et à ce moment-là, donc j'ai décidé de créer avec des amis une des premières agences d'écotourisme. Et c'était dans les années 90, donc ça nous rajeunit. Ça remonte, ouais, vous étiez un pionnier. Un pionnier. Ah. Mais c'était à l'époque, il y a eu les sommets de Rio en 92, je crois. Ouais. Et voilà, c'était le projet, c'était de permettre justement aux personnes de découvrir la forêt amazonienne autrement. C'est un peu comme les quartiers nord, autrement que ce que l'on a l'habitude d'en parler, c'est-à-dire les moustiques, le bagne et je ne sais quoi d'autre. Et d'en découvrir vraiment toutes les valeurs, toutes les vertus et toute la beauté. Et qui mieux que nous pour permettre de découvrir ce biotope, ces écosystèmes, c'était les populations amérindiennes qui y vivaient. Donc le challenge, ça a été de former de jeunes Amérindiens à devenir de jeunes guides accompagnateurs nature, de créer de l'activité pour ces villages qui étaient au bord des fleuves, donc des activités de transport fluvial. On a construit des infrastructures amérindiennes sur le bord du fleuve pour justement permettre d'accueillir. Dans la construction de ces infrastructures, on s'est aperçu que les Amérindiens avaient une culture et de l'architecture amérindienne, bien entendu, mais qu'on pouvait leur apporter aussi dans les techniques de construction. Donc là, j'avais fait venir des compagnons charpentiers, des compagnons du devoir charpentiers, pour qu'ils viennent encadrer les chantiers de construction. Ils sont nés des chantiers écoles par le pur fait du hasard et de la situation. Donc ces jeunes compagnons, à l'époque, il y avait le Vataria, les volontaires d'aide technique qui existaient, venaient passer 18 mois. Et donc, avec ces jeunes Amérindiens, les Amérindiens apportaient leur culture de la forêt, du bois utilisé et de l'architecture amérindienne. Et les compagnons, eux, transmettaient leur savoir en termes de taille, d'assemblage, etc., pour que ce soit un petit peu plus performant que ce que pouvaient mettre en œuvre les Amérindiens. Donc voilà, c'est comme ça que les premiers chantiers ont démarré. Pour créer de l'activité, c'était former des populations autochtones qui maîtrisaient bien leur environnement et qui allaient être vraiment les meilleurs vecteurs du message qu'on souhaitait faire passer, quoi. D'accord. Et cette rencontre avec les Amérindiens, de quelle manière ça vous a influencé par la suite ? Moi, quand j'ai fait mes premières missions de topo en forêt, je partais avec des équipes d'Amérindiens. Donc j'ai vécu avec eux, je passais, puisqu'on dormait sur place, en forêt, etc. Donc j'ai partagé leur culture, j'ai partagé aussi leur isolement. C'est-à-dire que c'était des populations, on va pas parler de réserve, enfin c'était des villages qui vivaient un peu en marge de tout le reste, où pour le peu qu'ils avaient pu s'imprégner de la culture, c'est pas le meilleur qu'ils avaient su prendre, mais qui avaient une volonté chez les plus jeunes de revoir la copie et de retrouver des vraies valeurs grâce à leur connaissance, grâce à leur culture, de remettre ça au goût du jour et de se réimpliquer dans la vie et dans le développement des jeunes Amérindiens, des différentes populations amérindiennes, parce qu'il y a 5 ou 6 populations qui vivent sur le... C'est des tribus, c'est ça ?
voilà, c'est des villages qui se regroupent par alors c'est par ethnie. Hein, vous avez les Oyampi, les Amurillons, les Wayana, les Arawa, etc. Vous avez plusieurs... alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais enfin plusieurs communautés, voilà, communautés. Certains sont originaires de la forêt, d'autres sont originaires des Caraïbes et se sont réfugiés sur la Guyane à l'époque où il y a eu les premiers conquistadors parce qu'ils ont été chassés des îles. Voilà, donc ils ont des cultures différentes, mais en même temps, et c'est-à-dire avec ces gens-là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Il suffisait de leur donner un petit déclic, une formation, et leur dire mais vous avez de l'or entre les mains, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, c'est comme ça que le projet de découverte de l'Amazonie a démarré et c'est poursuivi pendant plusieurs années. Moi, je suis resté 10 ans sur place. Donc des circuits ont été construits, des infrastructures ont été bâties, des populations ont été formées. Et aujourd'hui, j'espère qu'elles savent et continuent de vivre de ce qu'on a pu semer à l'époque. De ce que vous avez appris là-bas, est-ce qu'il y a il y a des choses que, justement, vous utilisez aujourd'hui dans la gestion de ce lieu? Moi, ça a été les fondements de tout ce que j'ai fait. Là, je suis parti en Guyane assez jeune, à 23 ans, on va dire que c'est là-bas que je me suis révélé. D'une part, d'un point de vue personnel, quand je suis arrivé, moi, qu'on m'a dit, voilà, tu as ton équipe qui est là, tu as 8-9 personnes avec lesquelles tu vas partir pendant 15 jours en forêt, t'inquiète pas, eux vont t'expliquer. Bon, je veux bien croire, moi, petit métropolitain qui débarquait... Bien sûr, parce que vous venez d'où? Moi, du sud-ouest, donc qui sortait de ma campagne du sud-ouest... Et qui arrivait dans cette contrée que je ne connaissais absolument pas, dans la forêt amazonienne, j'avais les mêmes a priori que n'importe quel touriste qui pouvait le découvrir sur la carte ou dans les livres. Et on m'a dit, tu pars avec eux, ils vont t'expliquer, et surtout, tu apprends le verbe se démerder à le conjuguer à tous les temps. Voilà. Donc, je vais la garder, celle-là. Et ça, c'était très fort de mon premier patron là-bas, qui avait eu à peu près le même cursus. Mais c'est grâce à ça que j'ai tout appris, parce que je me suis retrouvé avec cette équipe en forêt, à ne pas savoir tendre mon hamac la première nuit, à ne pas savoir allumer un feu, à ne pas savoir quel bois ramasser, à ne pas savoir où je devais mettre les pieds, pas mettre les pieds. Et puis voilà, et au fil du temps, ce sont eux qui m'ont appris, à leur façon, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une façon une pédagogie bien à eux, hein, c'est-à-dire qu'ils attendent que tu te casses la gueule pour te dire, voilà, là maintenant tu sais qu'il ne faut plus y mettre le pied. Donc c'est par l'expérience qu'on apprend. Et ça les fait beaucoup rire en plus, même quand ça frôle le danger absolu. Mais et puis voilà, et puis ce sont des gens après que j'ai appris à connaître et qui m'ont passionné de tout ce qu'ils pouvaient connaître et savoir et dont ils ne faisaient absolument pas part. C'était assez incroyable de dire il y a une culture de la forêt. Qui est en train de s'éteindre, parce que ces populations sont en train de se réduire comme peau de chagrin, et il y a une culture qui est en train de partir avec elle, même si aujourd'hui, avec les scientifiques, les chercheurs... Mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, parce que eux, c'est une culture qui leur a servi, qui leur permet de vivre au quotidien dans cet environnement-là. Et puis il y a un aspect spirituel aussi, je pense. Il y a l'aspect, animaliste, spirituel, enfin toutes les croyances qu'ont ces personnes, moi après que je respecte comme respecter les nôtres. Mais il y a un profond respect, et ça, moi je me le remémore aujourd'hui, parce que je sors d'un an de formation à la Convention des entreprises pour le climat, et quand on parle de respect du vivant, de régénératif ou de génératif, je pense qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai rencontré des personnes qui comme vous, ont eu l'expérience de vivre avec des peuples à travers le monde, des peuples racines. Et c'est vrai qu'il y a une relation avec le vivant qui est complètement différente. Nous, on est complètement déconnectés du vivant par rapport à le système, l'écosystème dans lequel on vit, etc. Et moi qui aime bien aller me balader en nature et qui vis en pleine nature, je veux dire, je suis beaucoup plus loin que eux, parce que eux, ils vivent dans la nature, mais ils vivent avec la nature. Et c'est la grande différence. Nous,
On a l'impression que la nature, c'est comme aller au musée d'une certaine manière. C'est une sortie, une excursion, quoi que ce soit. Pour eux, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond qui fait partie de leur quotidien. Puis il y a ce phénomène aussi de transmission de génération en génération, avec des traditions, des respects, des coutumes, etc. Et c'est vrai que c'est fascinant, c'est fascinant. Comment aujourd'hui, justement, ça se traduit dans ce que vous essayez de mettre en place ici au cloître? Alors, moi je suis resté, quand je disais tout à l'heure que cette période avait été vraiment, avait bâti tout le reste de ma vie, parce que quand je suis arrivé ensuite à Marseille, 10 ans plus tard, et que personne ne m'attendait, je me suis retrouvé un peu... voilà. Perdu. Je suis pas marseillais, donc j'arrivais dans un environnement qui était absolument pas connu, un peu comme c'est l'effet que ça m'avait fait quand j'étais arrivé en forêt amazonienne, Marseille pour d'autres raisons, et voilà. Et donc je me suis inspiré de ce que j'avais fait là-bas, donc j'ai essayé de transposer des opérations qu'on avait montées ensemble, et c'est comme ça que j'ai créé Actavista d'abord, avec des chantiers écoles de restauration du patrimoine, autour, toujours avec les compagnons, autour de la taille de pierre, de la charpente, de la menuiserie, et puisqu'Actavista existe toujours, et je l'ai créé en 2001, et voilà, on est en 2023, et ça continue de perdurer. Bon, la différence, c'est que c'était plus des Amérindiens, mais c'était justement des gens qui étaient allocataires du RSA, qui étaient demandeurs d'emploi, qui étaient issus des quartiers nord, etc., et qu'on rassemblait autour d'une opération et qu'on formait à ces métiers aussi, qui étaient des métiers valorisants, mais qui étaient des métiers du patrimoine. Et donc, l'idée, ça a été, pour moi, je me suis dit, il faut que l'humain soit au cœur du projet. Donc, si je crée une entreprise, où est-ce que la dimension humaine va prendre tout son sens? Si je crée une entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, du mobilier, et que j'embauche 10 menuisiers bien qualifiés, bien formés, etc., ok, je vais avoir un objectif de profit, ce qui est tout à fait normal et naturel. J'aurai celui de manager une équipe, de l'animer et de développer mon chiffre d'affaires et tout le business. Mais pour moi, c'est une satisfaction, mais qui ne serait pas complète si je partais pas justement avec une équipe de menuisiers confirmés qui allait former une équipe de menuisiers totalement... Donc il y a vraiment cette notion de transmission. Voilà, la notion de transmission et la notion de donner la chance aux gens qui le souhaitent de pouvoir intégrer une dynamique d'apprentissage par le travail. Pour moi, et c'est mon point de vue depuis le départ, parce que la preuve est faite depuis le temps, que l'apprentissage en situation réelle de travail, ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui... Alternance oui, en fait, non, c'est l'apprentissage en situation... L'AST, je ne sais plus, il y a une abréviation très pompeuse. Bon, en fait, c'est du compagnonnage. D'accord. Tout bêtement, c'est du compagnonnage. Je n'invente rien. Je ne fais que m'appuyer sur des dispositifs qui... Moi, tous les compagnons avec qui j'ai discuté, à un moment donné, et ceux qui venaient, on avait le temps de discuter le soir autour de feu, ils me disaient, moi, écoute... Moi, en 5e, on m'a dit « Allez, dégage, va apprendre un métier. » Et parce que l'école, c'est pas fait pour toi. Donc, tu vas là-bas, va chez les compagnons, va apprendre un métier, le bois, la pierre, la maçonnerie, et surtout, casse-toi. Et il me disait, aujourd'hui, on a réussi dans un cursus qui est quand même pas simple, qui est plutôt prestigieux, et qui fait de nous l'élite des différentes filières, des professions qui sont représentées dans le compagnonnage. Ce qui est vrai. Ce qui est génial. Et qui, au départ, étaient des gens qui avaient été catalogués comme étant hors circuit pour l'éducation nationale. Mais ceci dit, quand même, on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire on en parle très peu. On en parle très peu parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du compagnonnage, mais en tout cas, voilà. Moi, des gens qui étaient à l'échec se sont retrouvés en excellence. Par le biais de ce format d'apprentissage qui est
le compagnonnage avec des gens dans une dimension scolaire, mais avec beaucoup de manuels, et puis ensuite avec l'apprentissage chez les patrons, les contrats d'apprentissage, le Tour de France, etc., etc. La découverte, la curiosité, et stimuler la curiosité chez les jeunes, stimuler l'envie de vivre ensemble, de partager. Ça aussi, ça fait partie des valeurs du compagnonnage. Et aujourd'hui, dire à un jeune qui était un échec dans un cursus de formation classique, de l'éducation nationale, si on lui repropose de faire la même chose ailleurs, il y aura un échec, mais ailleurs. Or, si on lui propose, on dit le métier, on va nous te proposer un format d'apprentissage qui va être celui d'apprendre en faisant, avec quelqu'un derrière toi au quotidien qui va corriger et qui va te faire part surtout de son expérience. Alors moi je trouve ça génial, je suis un enfant de l'apprentissage et du décrochage scolaire, et donc j'ai appris le métier de serveur, mais à l'époque c'était pas avec des assiettes, c'était du découpage, etc. Et j'avais un maître, un chef de rang qui était maître d'apprentissage et qui m'a formé, appris à faire les différentes formes de découpage, etc. Et je trouve que ça ressemble beaucoup au compagnonnage dont vous parlez, c'est-à-dire que il m'a formé, etc., à devenir un expert, un artiste d'une certaine manière dans mon expertise qui était à l'époque le découpage, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, l'apprentissage, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'on prend des apprentis, souvent, on les met dans l'entreprise, on leur fait faire du boulot. Alors des fois, on les met de côté, des fois, on leur fait faire... on les laisse tout seuls faire, etc. Et j'aime bien cette notion de compagnonnage. C'est vraiment d'accompagnement. Et c'est pas juste de métier, mais aussi de valeurs humaines, de valeurs sociétales. Et je trouve que ça serait quelque chose qu'on aurait besoin peut-être de développer beaucoup plus aujourd'hui que de faire juste des programmes d'alternance où je vois beaucoup de jeunes qui sont en alternance et qui sont paumés, quoi. Mais là, vous prêchez un convaincu. En plus, j'ai découvert par bonheur une très belle entreprise marseillaise qui développe des programmes vidéo, qui s'appelle Dévidé, qui est installé à l'Épopée dans le 14e. Et lui me disait que justement, il utilisait le compagnonnage, il avait des maîtres compagnons chez lui, pour former des jeunes codeurs, pour former des jeunes informaticiens, justement sur les techniques de codage. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais en tout cas dans le secteur du numérique que le compagnonnage était appliqué. Dans le compagnonnage, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude de le nommer quand il s'agit de ces parcours prestigieux des compagnons du Tour de France, etc. Exactement. Aujourd'hui, c'est un nom qui est utilisé aussi dans le bâtiment pour tous les ouvriers du bâtiment. On appelle ces ouvriers des compagnons maçons ou autres. Bien que ça n'ait pas grand-chose à voir avec... Donc, en fait, le compagnonnage, c'est un terme très transversal, mais qui signifie qu'il y a une personne qui va s'occuper d'une autre personne au quotidien pour lui apprendre son métier. Voilà. Et ce qui est l'élément majeur dans le compagnonnage, c'est cette relation humaine, et c'est la confiance que le maître compagnon va mettre dans le jeune qui va préparer, qui va être la clé de voûte de la réussite de son parcours. C'est cette confiance, cet échange, parce que dans la confiance, on pose des questions, dans la question, on se rassure, on prend donc de l'assurance, et c'est comme ça qu'on réussit le mieux, parce qu'il y a des jeunes serveurs aujourd'hui dans le restaurant qui sont en apprentissage, qui, quand ils sont arrivés il y a 6, 7 ou 8 mois, était pire que moi avec un plateau, quoi. Si je devais servir dans un restaurant, je serais un piètre serveur. Et qui aujourd'hui, justement, ont appris à découper, ont appris à justement à servir toutes les techniques de service, parce que c'est pas juste apporter le plat d'un point A à un point B, il y a aussi des techniques, tenir l'assiette, etc., de finir le dressage, de découper le poisson ou la viande à table. Donc tout ça, et ils prennent plaisir à le faire. Mais parce que derrière, il y a toujours eu une personne qui les a mis en confiance, qui leur a montré le geste, qui a corrigé le geste. Et ils se sont retrouvés à un moment dans des situations face à des clients. Et là aussi, c'est une épreuve au départ, mais c'est la garantie ensuite
de leur appétence pour le métier. Exactement. Voilà, parce que la satisfaction du client, la satisfaction du maître compagnon, et puis leur satisfaction, voilà, c'est le triptyque gagnant pour ces parcours. Et ça, il n'y a que le compagnonnage et que l'apprentissage en situation réelle de travail qui va permettre de le réaliser. Alors justement, on arrive au restaurant maintenant. Hein, vous avez un restaurant qui forme des jeunes, 25, c'est ça ? 30 jeunes. 30 jeunes, aussi bien en cuisine qu'en salle. Voilà. Mais ce restaurant a quand même certaines particularités. C'est pas juste un restaurant. Il y a quand même une philosophie derrière, une approche, une vision. Alors, le restaurant Les Jardins du Cloître, on l'a créé avec Michel Portos, qui est un chef 2 fois étoilé. En 2018, au départ, on devait travailler sur un autre format de restaurant. Et puis, bon, comme l'affaire n'avançait pas, on a fait le choix de créer nous-mêmes le restaurant. Et à l'image de ce que le Cloître proposait et de ce que les autres entreprises s'étaient engagées à faire, bon, on a créé un restaurant classique, qui est une SAS avec des actionnaires, voilà, l'entreprise la plus classique qui soit, et avec l'engagement de dire, comme les autres entreprises du Cloître, on va former des jeunes dans les métiers de la restauration. Donc aujourd'hui, effectivement, on a 15 jeunes en service et 15 jeunes en cuisine, répartis sur 2 cuisines, puisqu'on a une cuisine traiteur et une cuisine... Oui, à côté du restaurant, vous faites de l'événementiel, voilà, l'événementiel pour l'instant du Cloître. Mais... Sur le Cloître ou... Non, elle est dans le 14e, hein, c'est une cuisine qui est dissociée, on va la rapatrier bientôt, mais pour l'instant elle est dissociée. Et de la même façon, on s'est dit, on va faire comme les autres, on va embaucher des jeunes, recruter des jeunes pour leur proposer donc, des parcours de formation. Donc là, on s'est rapproché d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, le TTI, qui salarie ces jeunes selon un contrat de professionnalisation. Un centre de formation qui est celui des apprentis d'Auteuil, donc qui va porter tout le projet pédagogique. Et puis les Jardins du Cloître qui sert d'entreprise d'accueil pour ces jeunes. Et donc, il va justement mettre ses infrastructures, tous ses équipements, une partie de son personnel à disposition pour assurer cette mission de compagnonnage, aussi bien sur la partie salle que sur la partie cuisine. Voilà, et ce format, aujourd'hui, ne nous permet pas de prétendre à une quelconque subvention, hein, on a 0 subvention, mais c'est ce que l'on voulait. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir un autre restaurateur, on lui dit, mais écoute, mon coco, moi je fais comme toi. Je suis restaurateur comme toi. Mais en plus, voilà, je me suis assigné cette mission dont je parlais tout à l'heure, de former des jeunes. Donc moi, ce que je fais, nous, on l'a fait à grande échelle parce que c'était vraiment la vocation du lieu. Mais toi, tu peux le faire avec 1 ou 2 ou 3 jeunes. Ça ne te posera pas plus de problèmes que ça ne nous en pose à nous. Voilà. Donc, c'était ça. Et pouvoir discuter de pair à pair avec un entrepreneur. Parce que quand vous avez une structure d'insertion, et que vous bénéficiez de financement public, vous avez un restaurant d'insertion ou une association, vous allez bénéficier de financement public, d'État, des collectivités, etc., ou même de mécénat, de dons. Quand vous allez discuter avec un autre restaurateur et qu'on lui dit « Ouais, mais moi, je fais de l'insertion professionnelle au sein de mon restaurant », le restaurateur a toujours, et vous répond tout le temps « Mais écoute, mon coco, toi, t'es payé pour ça. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter, et personne ne me vient me payer cette part d'engagement que toi, tu prends. » Bien sûr. Donc, stop la discussion. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Ce qui n'est plus possible dans ce format-là. Exactement. Voilà. Mais nous, on n'est pas là pour remplacer, comme je disais tout à l'heure, on est là pour apporter une pierre supplémentaire à cet édifice de l'insertion par l'activité économique par le biais d'entreprises classiques. Et c'est ce qu'on fait au restaurant. Et ça ne nous a pas empêché d'intégrer le guide Michelin, ça ne nous empêche pas de tenir nos engagements éco-responsables avec la labellisation écotable, et de vouloir continuer justement à développer ce côté qualitatif et cet engagement éco-responsable, et de mettre encore la barre plus haute. Depuis 2 ans, on est entreprise à mission, parce qu'on s'est dit, quitte à le faire, autant qu'on aller au bout et qu'on soit reconnu comme tel. Donc on a déposé nos statuts avec les objectifs justement de formation des jeunes dans la filière restauration, de bien-être au travail,
et d'éco-responsabilité dans la partie cuisine. Voilà, ce qui nous conduit aujourd'hui, pour pousser le bouchon un peu plus loin, c'est l'achat du domaine de la Betteline. Oui, qu'on va parler, là, la ferme agricole, voilà, pour garantir encore plus la traçabilité et la qualité des produits qu'on proposera au restaurant. Les 30 jeunes là, que vous avez en apprentissage, ils habitent dans la région? Les 30 jeunes habitent tous sur Marseille, bien sûr. À 80% sont issus des quartiers prioritaires de la ville. D'accord. Alors après, c'est 15, 14, 13, 9, 2, 3, il y a vraiment tous les arrondissements, mais c'est plutôt 2e, 3e arrondissement, 13e, 14e, 15e et 16e. D'accord. Donc, mais c'est des jeunes de Marseille? De Marseille. De Marseille. Essentiellement, puisque nous, on ne propose pas d'hébergement ici. Et voilà. Ok, donc avoir une entreprise qui s'engage dans l'insertion des jeunes de la ville, de quartiers défavorisés, vous me dites, François, c'est tout à fait possible. Ben oui, voilà. La preuve. La preuve, hein. Et donc, on poserait la question suivante, s'il y a un entrepreneur, un restaurateur qui nous écoute, il va nous dire, est-ce que c'est rentable? Ben oui, sinon on ne le ferait pas. Hein, c'est pas parce qu'on est dans l'économie sociale et solidaire qu'on a le droit de perdre de l'argent. Non, moi j'ai des actionnaires qui sont très vigilants. Ouais. Dans les résultats que l'on peut faire. Non, nous, le gage de la réussite de ce projet social, c'est la réussite économique du restaurant. D'accord, donc on est bien d'accord que l'humain est essentiel dans cette entreprise et l'élément moteur, mais ceci dit, l'aspect économique n'est surtout pas ignoré. C'est le réacteur. C'est le réacteur. C'est ce qui permet justement d'avoir encore plus d'impact sur l'humain et sur le territoire et sur les quartiers défavorisés de Marseille, en utilisant comme outil le cloître à travers ces entreprises, cette pépinière d'entreprises, le restaurant et l'événementiel. C'est ça. Donc le modèle économique, c'est... découvert. Découvert. Mais découvert en argent? Non, en inox. Hein, non, mais donc le modèle économique, c'est quoi? C'est à 70%, j'ai lu, sur tout ce qui est les bails, les entreprises. Alors ici, le cloître, le modèle économique du cloître, c'est-à-dire ça c'est le bailleur, repose essentiellement, puisque le bâtiment appartient à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, c'est le bailleur, mais on a créé une branche spécifique au cloître, qui est soumise à l'impôt sur les sociétés, soumise à TVA, puisqu'elle intègre 70% de son modèle économique, ce sont les loyers des entreprises qui sont installées sur le cloître, et 30% du modèle économique, ce sont les ressources liées à la location des espaces événementiels, les conférences et les salles de réunion, salles de séminaire, location du cloître, etc. Donc c'est 100% de ressources commerciales privées. Et ce que j'ai remarqué, là, en vous attendant pour l'interview, j'étais dehors, etc., il y a une femme qui faisait visiter à une amie, elle lui dit « Ça existe ça, en plein Marseille ?» Et puis la femme a dit « Oui, ça existe. » Et puis, attends, c'est dans mon quartier, hein. Il y avait un sentiment de fierté où elle était fière de montrer ce lieu, et l'autre femme était éblouie par ce qu'elle voyait, et la femme qui faisait visiter disait « Et c'est dans mon quartier, quoi. » Donc il y avait un sentiment de fierté, et j'ai l'impression que ça transpire au-delà du lieu. Oui, pas assez encore, mais... Ouais. C'est assez sympa, ça faisait plaisir à entendre. Alors on va parler du futur maintenant. Ouais. Cette fameuse ferme pédagogique, c'est pour aller encore plus loin et répondre aussi à ce que vous parliez de votre expérience amazonienne, Guyane, etc. C'est-à-dire continuer à aller encore plus loin dans votre démarche, mais en allant aussi sur la notion de santé, qualité de la nourriture, etc., accessible au plus grand nombre, mais surtout aux plus défavorisés aussi, d'une certaine manière. Voilà, donc l'idée, la préoccupation aujourd'hui environnementale et de façon générale, enfin en tout cas pour moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement, en tout cas auquel je suis plus que sensible. Donc c'était important qu'on puisse un jour avoir notre propre lieu, notre propre ferme nourricière, ne serait-ce que pour le restaurant.
Parce que d'une part, c'est très compliqué de trouver des produits de qualité, même s'il y en a sur Marseille. Il y a des producteurs dans le 14e, dans le 12e, dans le 11e, etc., qui font du très bon boulot, mais à une échelle qui reste trop restreinte trop petite, pour pouvoir satisfaire la demande. Donc on s'est dit, nous, un jour, ce serait bien qu'on puisse avoir notre ferme, et puis que sur cette ferme, on puisse expérimenter l'agriculture d'après-demain. De dire, voilà, on ne sera peut-être pas sur les carottes et les tomates, mais peut-être sur d'autres denrées qui seront susceptibles de pouvoir pousser dans les 10, 20, 30 prochaines années. Avec les dérèglements climatiques, voilà, etc. Et l'enjeu de l'eau aussi. Sans être obligé de rappeler ce qui se passe de plus en plus en termes de réchauffement. Et donc de s'inspirer des pratiques, des bonnes pratiques qui sont déjà utilisées plus au sud, et de dire peut-être qu'il est temps de les faire remonter avant qu'elles remontent toutes seules. Puisque j'écoutais dimanche, on va pouvoir planter des oliviers au-dessus de Lyon dans les 10 prochaines années. Donc, et la Côte d'Azur devrait bouger en Bretagne aussi. Voilà, donc nous, on est bon pour la pistache et les ananas. Donc, non, mais plaisanterie à part. Plaisanterie à part, moi, voilà, faire pousser, je sais pas, des pistachiers, oui, on a de travailler sur d'autres denrées, en tout cas expérimentales. Le faire de façon, bien sûr, agroécologique. Le faire de façon aussi partagée, c'est comment on peut, en agroforesterie, justement, compléter le besoin de surface pour l'arboriculteur fruitier et puis le maraîcher. Donc il y a l'agroforesterie qui permet d'avoir 2 exploitations sur la une. Tout à fait, et puis d'éviter la monoculture. Donc l'enrichissement des sols, etc. Exactement, et l'arbre sert la plante puisqu'elle a des racines qui nourrissent. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est juste du bon sens. Voilà. Et d'en faire aussi un lieu de recherche, puisqu'on a la chance d'avoir de la surface de bâti et de pouvoir installer des start-up dessus qui vont travailler justement sur les sujets de l'eau et de l'agronomie pour qu'on cogite, on ait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un tiers-lieu de génie écologique. Parce que voilà, on va y produire de la recherche, on va y produire du développement, on va y produire de l'agriculture, on va y former des jeunes. Voilà, il y a le côté aussi formation des jeunes sur la partie maraîchage, arboriculture, oléiculture, transformation des produits, apiculture probablement aussi. Donc on essaie d'être le plus large possible et le plus prospectif possible. Dans les techniques d'exploitation, voilà, et en associant aussi bien donc des chercheurs qui pourront croiser leur regard avec les paysans, garder des parcelles qui soient expérimentales pour ces gens-là, et inventer la formation de demain. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'on s'appuie sur la formation existante, c'est qu'on parte d'une page blanche. Quelle est la formation dont les agriculteurs auront besoin dans les 10 prochaines années pour exploiter des domaines qui vont redevenir à taille humaine, qui seront en périphérie des grands ensembles urbains, etc. etc. Et donc il y a tout un travail d'ingénierie pédagogique à faire pour quelles sont ces bonnes pratiques que devront connaître les futurs agriculteurs, puisque celles qu'on a connues jusqu'à aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, elles ne sont pas forcément... elles sont à revoir, en tout cas, ça c'est sûr. Alors on va terminer cette interview avec un événement que vous créez, qui à mon avis, l'hiver approche, mais les températures ont baissé. Et en venant à cette interview, donc j'étais dans Marseille, et on voit beaucoup plus de personnes SDF, etc. On voit des personnes dans le besoin, défavorisées. Vous avez lancé les casseroles solidaires. Vous pouvez nous en parler de ça ? Alors, les casseroles solidaires sont nées... nous, le restaurant a ouvert ses portes en avril 2019. Et les a reformées en mars 2020 pour le premier Covid. Et fin mars, au bout de 10 jours, avec Michel Portos, on s'est appelé. Et on s'est dit, on ne peut pas rester comme ça avec un restaurant fermé, sans rien faire. Il fallait qu'on trouve un truc utile à faire avec cet outil-là. On a eu du mal à laisser en sommeil. Et l'outil, ça a été de dire, on n'a qu'à proposer des repas solidaires pour les plus démunis.
Et on a appelé une association, Vendredi 13, qui distribuait des repas. Puis on a appelé le SAMU social, qui distribue aussi des repas dans la rue, qui nous ont dit, bah oui, parce que là on en manque, on voit des squats ressortir de partout, qu'on ne connaissait même pas. Donc si vous pouvez produire, donc on a dit, on y va, on produit, on s'est rapproché de la banque alimentaire, qui nous fournissait une part de denrées, et puis ensuite toutes les grandes surfaces, les métros et compagnie, qui nous alimentaient. On s'est lancé à faire des repas solidaires, et on a fini par en produire 700 par jour, 7 jours sur 7. On a produit 160 000 du 10 avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Donc pendant 1 an et demi, on a distribué donc 700 repas, 7 jours sur 7 dans tout Marseille avec ces 2 associations. Du coup, quand le Covid, toute la période s'est terminée, on s'est dit ce serait dommage d'arrêter cette dynamique. Donc on continue de produire chaque semaine 50 repas qui sont donnés à l'association Vendredi 13 et qui les distribue aux étudiants en situation de précarité sur Lumini ou sur Saint-Jérôme tous les samedis matins, puisque tous les samedis matins, elle distribue, je crois, plus de 450 paniers repas. Et donc nous, on apporte notre contribution en fournissant 50 repas qui sont la carte de notre restaurant du moment. D'accord. Alors une entrée plat dessert qui correspond à ce qu'on propose entrée plat dessert ici. C'est 50 repas, ça en fait 2300 chaque année. Bah, bravo. Voilà. En tant que dirigeant, entrepreneur, homme, humain, citoyen de cette terre, heureux ou malheureux? Moi, je suis heureux de ce que de ce que je fais. Je suis heureux et en même temps, je serais le plus heureux si on n'avait plus besoin de faire ce que l'on fait. Donc c'est un peu paradoxal. Donc je suis pas heureux, je suis fier. Fier de ce que l'on fait, parce que si j'étais tout seul, je ne ferais pas grand-chose. Fier de ce que l'on fait, de l'équipe que l'on embarque justement sur ce type de projet. Je suis très heureux quand ça inspire de nouvelles initiatives ou que ça permet en tout cas d'en générer de nouvelles. Mais je suis surtout, oui, très, très fier et je me dis que tant que je pourrai le faire, je continuerai de le faire. En tout cas, de faire utile et d'intérêt collectif. Mais toujours, je me à du business. Ok. S'il y a un entrepreneur qui nous écoute là et qui aimerait bien, mais il ne sait pas comment faire, vous lui donnez un conseil pour se lancer dans ce type d'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Un entrepreneur saura toujours faire. Je pense que quelqu'un qui a su lancer sa boîte, qui a su créer sa boîte, le petit plus qui va être la valeur ajoutée sociale ou éco-responsable de son projet, il n'aura pas besoin de beaucoup de conseils, puisque ça va être juste de pouvoir s'entourer, de pouvoir repérer le besoin, mais en même temps repérer un besoin, un besoin non satisfait par la collectivité, puisque c'est à ça qu'un entrepreneur social s'attaque, c'est quels sont les besoins non satisfaits par la collectivité qu'un entrepreneur pourrait venir à résoudre. Donc ça, un entrepreneur, je pense qu'il a juste besoin à un moment donné de se poser, mais je pense que souvent ils y arrivent à un certain âge, c'est-à-dire à la quarantaine, moi je vois pas mal de chefs d'entreprise qui ont réussi magnifiquement dans ce qu'ils ont entrepris, qui ont revendu leur boîte, qui ont fait une plus-value extraordinaire et tout ça, mais qui ont envie de passer à autre chose. Donc qui me rencontrent pour que plus que je leur raconte moi ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, et qui attendent plus de ça que de savoir comment eux devraient faire. Ouais. Parce qu'ils n'auront pas besoin de moi, je pense. Voilà, un entrepreneur, c'est juste à un moment donné, se poser, se dire, est-ce que dans tout ce que je fais aujourd'hui, quelle serait la valeur ajoutée sociale ou environnementale que mon entreprise pourrait porter, au-delà d'aller signer une charte, d'avoir une ISO, machin, truc, non. Concrètement, quel est le petit laps de temps que je pourrais consacrer à ce projet? Qu'est-ce que ça me coûterait ou qu'est-ce que ça me rapporterait? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une entreprise qui a un fort engagement dans la RSE est une entreprise qui devient
attractive pour les talents qu'elle serait amenée à recruter, est une entreprise qui devient attractive vis-à-vis des marchés publics auxquels elle pourrait répondre, puisqu'il y a de plus en plus de clauses sociales, environnementales qui sont intégrées dans ces marchés. Elle devient attractive d'un point de vue marketing, parce qu'aujourd'hui, les clients sont aussi sensibles aux engagements concrets de ces entreprises. Donc, je pense que moi, je leur dirais juste, prenez le temps de vous poser et de voir si vous avez et l'envie et la motivation, parce que pour tout le reste, vous savez déjà faire, mais c'est vous poser et faire. Et pour ça, je leur recommanderais une chose, c'est peut-être de s'engager au sein de la Convention des entreprises pour le climat. Pourquoi ? Parce que ça a été pour moi... J'étais particulièrement sensible et touché par toutes les questions environnementales, sans pour autant être un Che Guevara de la courgette, hein, mais ça a été un révélateur, c'est-à-dire c'était des faits. C'était des faits qui n'étaient plus discutables, c'était des faits qui étaient apportés par des gens de science, pas par des gourous de Facebook ou de je ne sais plus quel réseau social. Non, vraiment des faits, avec des preuves à l'appui, posées très calmement, mais surtout qui disaient « mais il est encore temps d'agir ». Voilà, et dans ce « il est encore temps d'agir », moi c'est là que ça m'a donné l'énergie, justement, de revoir les modèles même du restaurant. On est en train de casser toute la cuisine pour tout revoir, pour tout refaire, me décupler d'énergie pour le domaine de la bételine, parce que je m'aperçois aujourd'hui que c'est un domaine qui attire, qui est attractif pour des personnes d'ailleurs qui étaient avec moi sur la Convention des entreprises pour le climat. Et voilà, et puis vous allez rencontrer des gens auxquels vous n'auriez pas forcément pensé pouvoir les rencontrer avec un tel engagement. J'ai rencontré, et qui ne sont pas venus là faire du greenwashing ou des trucs, avec la volonté de changer la donne dans leur entreprise. On dit les Corsica Linea, Crédit Agricole, des banques, chacun réfléchissait et s'engageait à réfléchir. C'est 1 an, c'est 6 séminaires de 3 jours, c'est du temps, c'est l'investissement, ça coûte de l'argent. Mais quelle dynamique, quelle inspiration, quelle prise de conscience. Et quand on est entrepreneur, on se dit... faut faire. Faut faire, quoi. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà. Merci beaucoup Arnaud, Merci bonne continuation et toutes mes félicitations pour ce beau projet et puis pour cet échange très, très enrichissant. Merci. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.